Bonjour, je suis Joseph Chouetti et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Ce podcast se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Abonnez-vous. Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest est une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Il y a 2 semaines, j'ai eu l'honneur d'interviewer Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Vous avez déjà été plusieurs centaines à l'écouter, je vous en remercie. Aujourd'hui, on va parler d'une boîte bien plus jeune, mais qui a déjà commencé à faire pas mal parler d'elle. Elle vient de se distinguer au concours Finance Innovation comme FinTech de l'année. Beau parcours en moins d'1 an. Donc, je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode de Monétique Alexis Normand, CEO, cofondateur de Greenly. Bonsoir Alexis, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, avec plaisir. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Bien sûr. On a co-créé Greenly il y a 1 an. Cette expérience d'entrepreneuriat est récente. Elle vise essentiellement à généraliser le suivi de l'empreinte carbone pour les entreprises de toute taille, pour les particuliers. Et cette idée est quand même assez influencée par ce que je faisais auparavant, où pendant 6 ans, j'ai travaillé chez WeThings, où j'ai à la fois appris en quelque sorte l'entrepreneuriat et aussi à travailler sur des tableaux de bord qui aident les gens à savoir où se situer et à changer de comportement. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'outils qui ont bien marché dans la santé connectée, de motivation au changement de comportement, de financement de comportements vertueux dont les bénéfices sont typiquement matérialisés dans le futur et qu'il faut arriver à valoriser aujourd'hui pour faire changer les comportements. Bref, il y a un parallèle très fort entre ce que je faisais dans la santé connectée et ce qu'on a voulu faire avec Greenly. Et donc je pense que dans mon parcours, c'est peut-être la partie la plus pertinente pour expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord, très clair. Donc pour ce podcast, on va s'intéresser en particulier à la mesure de l'empreinte carbone grâce aux fintech comme Greenly. Bravo pour le bruitage. Voilà, on a des conditions un peu spéciales ce soir dues au Covid, donc on a dû le tourner dans la rue. Donc est-ce que je peux te demander de commencer par présenter l'idée de Greenly ? Comment est-ce que tu as eu cette idée déjà ? Bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est une idée très simple. Et que de la même manière qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de conduire une voiture sans tableau de bord, sans une jauge d'essence ou de votre vitesse, par rapport à un problème comme le réchauffement climatique et la mesure de son propre impact, il me paraissait un peu absurde qu'on n'ait pas aussi un tableau de bord. Autant les très grandes entreprises font des bilans carbone, mais c'est quelque chose qui arrive tous les 4 ans et qui est très ponctuel, donc c'est pas vraiment un tableau de bord. Autant les petites entreprises n'en ont pas, les particuliers n'en ont pas. Et donc, vu l'importance que cette question a prise aujourd'hui, il fallait le créer. Et concrètement, on a commencé avec mes cofondateurs à dire il faut que pour créer un tableau de bord, il faut qu'on ait des données, il faut qu'on ait une application, il faut qu'on sache montrer à quoi ça ressemble. Et puis à partir des informations qu'on présente, il faut qu'on sache proposer aux gens des actions, des conseils, etc. Et je crois que la chance qu'on a eue, entre guillemets, c'est qu'on arrive dans une scène qui est assez mature technologiquement. Et il est devenu possible depuis finalement très peu de temps de faire parler les données bancaires ailleurs que dans sa banque.
Donc on a commencé par regarder tout ce qui existait en termes d'agrégateurs bancaires pour avoir une application qui se synchronise à des comptes bancaires et qui récupère chacune des données de vos dépenses. Et à partir de cette matière première, nous, on a développé un outil d'analyse de chaque transaction pour la catégoriser, pour comprendre ce qu'il y a derrière, pour mesurer l'intensité carbone de cette dépense et ensuite agréger tout ça et vous donner en quelque sorte un camembert un peu des différents éléments qui composent votre empreinte carbone. Ok, donc concrètement, comment ça fonctionne quand un utilisateur télécharge l'application Greenly, donc c'est une application mobile qui est dispo sur l'App Store et le Play Store, voilà. Il login son compte bancaire, oui. grosso modo, et ensuite il a accès à toutes ses émissions par dépense, c'est ça? Voilà, absolument. Alors d'abord, c'est quelque chose qui... C'est la même technologie que celle qu'on peut avoir quand on agrège ses comptes chez un Linkso ou chez un banking. Et pour voir tous ces comptes, sauf que là, on agrège ces comptes afin de faire une analyse carbone de chaque dépense. Donc c'est évidemment sécurisé, même si c'est évident, ça va mieux en le disant. C'est une techno qui est agréée par la Banque de France, qui est encouragée par la réglementation européenne. À un moment donné, on a considéré que les banques étaient des plateformes comme les autres et que vos données bancaires vous appartenaient et que vous aviez le droit de vous en servir ailleurs que dans votre banque. Et donc, même sans doute que le réglementaire européen ne savait pas trop à quoi ça pouvait servir de l'utiliser ailleurs que dans sa banque. Et donc nous, on vous dit que ça sert aussi à analyser l'impact carbone de vos dépenses. Et une fois que vous avez au niveau de chaque dépense, ce qu'on fait, c'est qu'on labellise la dépense. On la catégorise dans à peu près 350 catégories. Aujourd'hui, quand vous avez des applis de budgétisation, il y a une cinquantaine de catégories. Mais d'un point de vue de l'empreinte carbone, ce n'est pas hyper précis parce qu'ils vont vous mettre dans le même paquet des choses qui n'ont rien à voir du point de vue de l'empreinte carbone. Vous avez typiquement un onglet voyage où vous allez retrouver du train et de l'avion. Où 1 euro dépensé dans le train, 1 euro dans l'avion, il y a un facteur 70 en termes d'empreinte carbone. D'accord, 70. Et puis, pareil, si vous allez chez le boucher, la viande étant très carbonée, versus aller chez le primeur, etc., etc. Et donc, nous, on a créé cette segmentation fine. On l'a créée au niveau aussi de 1500 marchands. Et ça veut dire que pour chacun, on estime l'intensité carbone d'1 euro. Donc on labellise, on estime les émissions, on estime les émissions évitées. Les émissions évitées, typiquement, je ne sais pas si c'est toujours par rapport à une référence. Donc si je prends un VTC électrique, j'évite par rapport à un VTC avec un moteur thermique. Pour la même distance. C'est à ce point précis, c'est-à-dire que si je commande un Uber Green ou un Uber X... On a des tags qui permettent de distinguer. Évidemment, on est conscient des catégories dites vertes parce qu'on valorise les émissions évitées de ces catégories vertes et on s'aperçoit que quelle que soit en fait la dépense, il y a toujours une alternative plus verte. Qu'on prenne les transports, qu'on prenne les VTC, eh bien, il y a des VTC électriques, il y a des VTC dont les entreprises compensent, il y a des VTC hybrides, et figurez-vous, exemple, à Paris, le G7 est un des VTC les plus green, je ne le savais pas avant qu'on fasse l'analyse, simplement parce que leur flotte a plus d'hybrides et plus de voitures électriques. Qu'on prenne même entre deux avions. Il y a des avions plus verts, plus récents, où les EasyJet remplit mieux ces avions que peut-être la première classe d'Air France, etc., etc. Et puis on décline ça sur toute la gamme, dans l'alimentation, sur l'électricité, sur le textile, avec l'occasion, ce qui est neuf, sur la tech, etc., etc. Et l'objectif, c'est de créer un moteur de recommandation automatique où pour chaque dépense, quand elle existe, vous suggérez une alternative qui vous fait éviter des émissions. Tu peux donner un exemple par exemple là-dessus par exemple, sur les VTC, il y a des VTC qui sont plus verts. Sur le textile, on peut vous recommander d'acheter chez des marchands qui font que de l'occasion.
sur la tech, on peut vous recommander d'acheter votre tech de façon reconditionnée pour augmenter la durée de vie en gros de vos biens de consommation. Très clair. Sur l'électricité, on peut vous recommander d'aller chez certains fournisseurs qui ont un effort pour que le kilowattheure soit moins carboné. Et là, on évite évidemment de nous perdre dans des débats sur nucléaire, énergie renouvelable, etc. On s'en tient au fait. Qu'est-ce qui a le plus d'intensité carbone pour un même kilowattheure, etc., etc. D'accord, ok, je vois très bien. Et donc, techniquement, la data, où est-ce que vous la trouvez? Vous avez des fournisseurs là-dessus? Alors, il y a plein de sources de données publiques déjà. Je pense qu'en France, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des données en open source de très très bonne qualité. Un mouvement qui a été impulsé par l'ADEME, qui à la fois a quantifié l'impact carbone d'énormément de biens de consommation, d'activités, qui a impulsé un mouvement où les entreprises reportent les choses. L'ADEME n'est pas la seule source, il y a le CDP, le Carbon Disclosure Project, où il y a beaucoup de grandes entreprises. Oui, ce sont des conditions extrêmes pour un podcast, mais c'est podcast en temps de Covid. Et ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de données publiques. Seulement ces données, en fait, nous, à chaque fois, on crée ce qu'on appelle des facteurs d'émission monétaire, c'est-à-dire une conversion d'un montant en devise à un montant en carbone. Et donc, la formule de quelque chose comme ça, typiquement, c'est, par exemple, si je paye 50 € d'essence, à partir de ce montant, je peux en déduire le nombre de litres d'essence. Et un litre d'essence a une intensité carbone, donc des grammes de CO2 qui sont connus. Et ça, je peux le faire. Et donc, autant je peux trouver sur le site de l'ADEME ou ailleurs l'intensité carbone d'un litre d'essence, autant le prix de l'essence, c'est à moi d'aller le chercher, de faire des intégrations pour tenir compte des variations de prix, etc. De la même manière, si je quantifie l'empreinte carbone d'un abonnement téléphonique, d'un abonnement Netflix, d'un abonnement streaming, en fait, non, là, on est sur des services. Donc, typiquement, c'est quoi quelle est l'empreinte carbone de mes 10 € chez Netflix? C'est 10 € fois l'empreinte carbone totale de Netflix divisé par le chiffre d'affaires de Netflix. Chaque entreprise de service a son facteur d'émission monétaire. En fait, à travers on mesure votre contribution à l'empreinte carbone totale d'un fournisseur de services rapporté à votre contribution à son chiffre d'affaires. Et ça, on peut le décliner. Et puis, évidemment, il y a après des paniers d'achat qui peuvent regrouper plein de choses différentes. Donc, mes 100 € chez Carrefour, ça peut regrouper plein de choses. Donc, là, il faut aller chercher des données supplémentaires. Donc, typiquement, on peut connaître la moyenne de l'empreinte carbone d'un panier d'achat moyen chez un supermarché. On peut le distinguer entre deux supermarchés, peut-être Carrefour versus Naturalia. Donc, c'est vos 100 € multipliés par l'émission moyenne d'un panier d'achat moyen chez Carrefour. Mais pour aller plus loin, il faut tenir compte de votre comportement. Et donc, on rajoute ce qu'on appelle des tags sur les dépenses où vous pouvez indiquer vos habitudes de consommation. Peut-être que je suis vegan, peut-être que je mange que du bio, peut-être que je mange que du local. Et à ce moment-là, du coup, c'est plus la moyenne de ce fournisseur, c'est votre moyenne chez ce fournisseur. Et puis, quand c'est une très grosse dépense, à ce moment-là, il faut parfois aller jusqu'au produit. Donc, on propose aussi de faire de la quantification de données physiques, mais la réalité, c'est que la valeur ajoutée de ce qu'on propose, c'est la rapidité, quoi. C'est l'automatisation. Donc, les gens peuvent compter les flux physiques, mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est un outil automatique et c'est ça qu'on propose. Est-ce qu'il y a des dépenses du coup, qui sont plus simples à catégoriser que d'autres, j'imagine? Alors, nous, je pense qu'on catégorise d'office à peu près 85% des transactions. D'accord. Et puis, s'il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir un marché de légumes à côté de chez vous, quand ça arrive la première fois chez Greenly, on ne sait pas forcément le reconnaître. Mais c'est nos utilisateurs qui recatégorisent. Et donc, en fait, ils participent à l'affinement ou l'affinage du moteur. Et donc, en fait, on a un moteur qui est auto-apprenant.
grâce à ça, et on incite les utilisateurs à recatégoriser parce que souvent ils vont le faire spécifiquement sur les marchands qui leur comptabilisent des kilos de CO2 évités. Et donc on a une sorte il y a un biais de sélection mais qui est très positif d'aller suridentifier tous les marchands qui sont plus verts. Et c'est quoi un marchand vert? C'est un marchand qui émet moins pour le même service qu'un autre. On a 5 critères d'un marchand vert, et puis c'est aussi un marchand que les utilisateurs identifient comme vert. Donc c'est la voix du peuple, entre guillemets, qui fait cette sélection. Très clair, ok. Et du coup, vous avez aussi lancé, il me semble, des produits concernant la compensation carbone et du cashback, c'est ça? Oui, alors comme on cherche à récompenser les changements de comportement, on pousse chez certains marchands verts, ceux qui veulent bien offrir un retour sur leurs achats, on leur permet de cagnotter. Et donc on a une douzaine de partenaires dans l'application qui en fait restituent à l'utilisateur une partie de ses achats pour les inciter à acheter chez eux. Alors on recommande des alternatives vertes au-delà de ces partenaires, mais les partenaires sont relativement simples à convaincre dans la mesure où je pense qu'ils adhèrent aux valeurs et aux projets qu'on porte. Et puis pour eux, très concrètement, notre communauté sont des utilisateurs très ciblés qui correspondent au genre de clients à leur cible. Et donc au final, c'est pas beaucoup plus c'est à peu près ce qu'ils paieraient en acquisition auprès de leurs clients. L'originalité, c'est que cette cagnotte, en fait, elle permet de financer des projets de compensation. Donc la compensation n'est pas le but premier de cette appli, mais les accords de Paris eux-mêmes disent qu'on ne peut pas atteindre la neutralité carbone sans compenser les émissions résiduelles. Et puis c'est une façon de payer pour son impact sur la planète. Donc ça enclenche une boucle vertueuse. Ça coûte moins cher de réduire ces émissions que de les compenser, mais c'est intéressant de soutenir des projets de compensation. D'accord, très clair. Il y a tout un mouvement qui s'est lancé récemment dans la fintech, la finance verte depuis quelques mois. Il y a Greenly, il y a eu les néobanques vertes, il y a Goodvest. À ton avis, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à cela? Et quelle est ta vision de ce mouvement? Est-ce qu'il va continuer à se poursuivre dans les prochains mois? Non, effectivement, je pense qu'on voit en 2020 que les gens s'intéressent de plus en plus à la finance verte. À mon avis, ça va s'accentuer en 2021. Je pense qu'il y a tout un concours d'éléments déclencheurs. Bon, il y a le réchauffement climatique qui est de plus en plus une réalité pour les gens. Il y a quelques gens qui ont pensé le mouvement. Je pense à Mark Carney, l'ex-gouverneur de la Banque centrale européenne d'Angleterre, qui explique qu'il faut introduire de la comptabilité carbone à tous les étages pour de la transparence financière pour les investissements. Pour moi, ça va au-delà des investissements, ça va au niveau de la consommation. On a vu ça dans la santé avec des applis comme Yuka, et donc il y a une attente pour l'avoir sur le carbone. Et puis, concrètement, il y a l'open banking qui permet de le faire plus facilement, d'analyser les transactions bancaires. Et puis, évidemment, il y a le Covid où on prend tous conscience qu'il peut y avoir des disruptions systémiques qui impactent considérablement notre mode de vie. Et donc, plutôt que d'attendre que ça nous tombe dessus, ça vaut le coup un peu d'anticiper. Donc, moi, ce que je vois, c'est que, alors nous, Greenly, on a pu mettre notre techno de notre appli via une API dans une grande banque française, la BNP et Hello Bank. On va le faire aussi avec une néobanque verte que je ne peux pas encore citer. Les trois néobanques vertes qu'il y a aujourd'hui en France. Donc une des trois, peut-être un jour les trois, on verra. En tout cas, on peut en discuter. En Allemagne, la Deutsche Bank commence à jouer avec l'idée. En Angleterre, vous avez NatWest, qui est l'ex-RBS, qui le fait. En Suède, vous avez Nordea. Aux États-Unis, vous avez Bank of the West. Donc, moi, je prédis qu'ajouter une mesure d'impact au paiement, ça va devenir un standard bancaire. D'accord. Vous avez Apple Pay, c'est évident qu'il faut qu'ils finissent par le faire. Vous avez Google Pay qui commence à rajouter une section Insight dans ses paiements. Donc en fait, depuis que le numérique en gros s'intéresse aux paiements, depuis que toutes les boîtes numériques sont des fintech et qu'il n'y a plus que les banques qui font de la finance, en gros vous avez
un florilège d'options pour enrichir les paiements. Et à l'heure du réchauffement climatique, je pense que l'option carbone c'est presque plus une option, quoi. Ok, très clair. Est-ce que tu as des idées de développement pour Greenly pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des... Ouais, alors on a beaucoup parlé de l'appli, mais on ne fait pas que l'appli. Je viens de le mentionner, on a une API, ce qui veut dire en gros, on met cette techno à disposition des banques. Alors c'est pas en marque blanche, c'est en notre marque parce que ça devient une sorte de label et mis en valeur. Okay. Et puis en fait, surtout, on s'aperçoit que cette automatisation de la collecte et de l'analyse de données, on peut l'appliquer pour augmenter considérablement la productivité des bilans carbone. Aujourd'hui, un bilan carbone, c'est une photographie, c'est un instantané, une fois par an ou une fois tous les 4 ans de vos émissions. En réalité, vous pouvez vous brancher sur des systèmes d'achat, tout analyser. C'est pas suffisant. Il faut collecter des données parfois pas captées par les paiements, l'usage des produits, les déplacements des salariés. Il faut parfois aller au-delà du paiement pour apporter plus de détails et plus préciser les plans d'action. Tout ça, on le propose, mais on a un premier volet qui automatise la collecte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un bilan carbone d'entreprise, vous n'avez plus pour seule option d'appeler un cabinet de conseil et de payer entre 5 et 50 000 euros pour des consultants qui vous facturent du temps homme d'analyse. Vous avez la possibilité de faire chuter ce prix et même une entreprise de 5 personnes ou de 1 personne peut faire un bilan carbone. Et parce que c'est moins cher et parce que c'est plus automatique. Et donc c'est à la fois un levier de diffusion commercial pour nous, mais c'est aussi une façon de démocratiser le savoir sur ces questions, et on pense qu'il y a une culture populaire de l'empreinte carbone à créer. Et on a encore un peu de travail puisqu'on fait ce podcast dans des conditions extrêmes où on voit beaucoup de moteurs thermiques. Voilà, sinon il y aurait moins de nuisances sonores. Voilà, qui ne sont pas seulement des nuisances pour la planète. Ok, et donc toi, je sais que tu vas sûrement me répondre les deux, mais si tu devais choisir, qui devrait initier le changement entre les entreprises et la consommation, la production et la consommation? C'est quoi ton avis personnel nous, on a commencé en se disant agissons par les consommateurs, parce que si eux commencent à regarder de plus près, ils peuvent, qu'ils choisissent leurs achats en fonction du bilan carbone. Il suffit qu'il y ait 5% des consommateurs qui le fassent pour que toutes les marques se mettent en mouvement sur ces questions. Et puis les individus sont aussi des employés d'entreprise et sont aussi des fonctionnaires ou des dirigeants politiques. Donc je pense qu'il y a un mouvement. Après, en bilan total, alors là, il y a des transports décarbonés. Et ça fait aussi du bruit. Voilà. Et voilà, le skateboard est moins carboné. Mais tout ça pour dire que donc les individus, à mon avis, sont premiers, sont moteurs. Les hommes politiques s'intéressent aux tendances que quand ils voient qu'il y a un potentiel électoral ou qu'en gros, ils ne sont que le miroir de ce que veulent les gens. Donc ça part vraiment, à mon avis, des individus. Mais une fois que les individus sont mis en mouvement sur ces questions, je pense que les entreprises, et avant les États, sont un facteur d'accélération considérable. Aujourd'hui, les États n'agissent que sur les grosses entreprises. Mais si les petites entreprises se mettent à faire de leur bilan carbone, de leur impact, un levier d'engagement même de leurs salariés, de leurs clients, il va y avoir un effet systématique considérable. D'accord, très clair. Ok, merci beaucoup Alexis pour ton intervention sur Monétique. Merci beaucoup Joseph d'avoir pu accepter de faire ce podcast dans des conditions imprévues, mais finalement tout à fait acceptables, j'espère, et pour nous et pour ceux qui nous ont écoutés. Ça nous a permis de sensibiliser aussi sur la nuisance sonore en plus de la nuisance des véhicules. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt pour un prochain podcast sur Monétique. Ce podcast est permis par Goodvest, une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous.
je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur goodvest.fr/monétique. Pour nous soutenir, abonnez-vous, notez le podcast 5 sur 5 avec un commentaire si possible, partagez-le avec vos amis. Et ce podcast, je le veux collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Merci d'avoir écouté Monétique. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, notez-le 5 étoiles si vous écoutez sur un appareil Apple. Nous revenons dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr ainsi que son blog. À bientôt sur Monétique.